Je vous remercie tous d'être avec nous ce matin pour cette session focus sur la loi AGEC et notamment sur le dispositif de l'interdiction d'élimination des produits invendus. Je passe tout de suite à quelques informations concernant le webinaire. Je vous avertis qu'on est en cours d'enregistrement puisqu'un replay sera disponible à l'issue du webinaire. Alors celui-ci sera disponible peut-être quelques semaines après la tenue du webinaire. Il faut laisser un petit peu de temps. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace Q et R, puisque ça vous permet de commenter les questions d'autres participants et puis pourquoi pas aussi de voter en faveur des questions qui vous intéressent. Et puis on anticipe la question, la présentation et les présentations, parce qu'il y en a plusieurs, vous seront partagées par email à la suite du webinaire. Hélène, je vais peut-être te laisser présenter l'ordre du jour et puis les personnes qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui. Bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on a le grand plaisir d'avoir autour de la table plein d'intervenants qui nous ont fait le plaisir d'accepter l'invitation d'aujourd'hui. Donc, ce que l'on va, avant de vous les présenter rapidement, donc aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est un webinaire sur une forme un peu particulière, un peu différente de d'habitude, puisque c'est le premier point focus après le point d'information WAGEC que nous avions fait le 29 avril dernier. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter la gestion des invendus de façon très rapide sur une intervention de Nathalie Fussler de l'Alliance du commerce pendant à peu près 25 minutes en intégrant également les questions que vous vous posez. Et puis ensuite, d'ouvrir un peu ce webinaire avec une proposition non exhaustive du tout de 3 solutions qui existent aujourd'hui sur le marché avec Commerceau et l'Agence du don et puis Tissons la solidarité sous des interventions assez rapides pour pouvoir en fait vous présenter rapidement ces solutions, pouvoir vous permettre de vous mettre en contact et puis de développer autre chose. Et puis on verra avant de se terminer ce dernier, les prochains rendez-vous en tout cas qu'on fixera ensemble. Voilà, donc peut-être Émeric et François, je vous laisse vous présenter en 2 petites minutes et je présenterai Nathalie. François, je vous en prie. Merci, Émeric. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être présent ce matin. Merci à l'équipe Refashion pour l'invitation. Donc, me concernant, moi, je suis François Vallée. Je suis responsable du marketing et des études chez Commerceau. Voilà, donc je te laisse la balle, Émeric. Alors, de même, merci beaucoup Adèle, Hélène et Nathalie pour cette invitation. Moi, je suis Émeric Froidefond, je m'occupe des partenariats pour les donateurs de l'Agence du Don Nature, qui est donc une association de solidarité. Bonjour à tous. Et donc, nous rejoindra également Caroline Porte de Tissons la solidarité, qui a des petits soucis de son, mais qu'on va régler d'ici la fin de ce webinaire pour la laisser intervenir évidemment tout à l'heure. Voilà Adèle, pour ce premier tour. Merci beaucoup Hélène. Je vais tout de suite passer la parole à Nathalie pour rentrer dans le vif du sujet autour des invendus. Merci Adèle, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. Comme l'expliquait Adèle et Hélène, nous avons donc eu l'occasion de nous voir fin avril pour parler de la loi AGEC dans son ensemble. Et puis, on a décidé que certains sujets méritaient des focus. Et le premier d'entre eux est le sujet donc, de l'interdiction d'élimination des produits invendus. Alors, cette loi AGEC, pour un tout petit rappel, elle a été donc publiée au Journal officiel en février 2020. Donc il y a plus d'1 an maintenant. Vous avez donc sa référence, son nom. En réalité, c'est donc lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et lors de cette publication en février 2020, en mars, nous avions donc, sous l'égide de Refashion, publié l'essentiel, donc que vous retrouverez en lien et que vous aurez bien sûr disponible sur le site. Donc qui revenait sur les dispositions de la loi. Mais cette loi appelait énormément de décrets et du coup, il y avait encore beaucoup de détails qui devaient être précisés. Et donc là, nous allons nous occuper du sujet de l'interdiction d'élimination des invendus. Alors, je crois que je peux demander le contrôle. Hop. Qui arrive. Ça fonctionne?
Ouais, Ouais. du coup, je vais te laisser peut-être intervenir, Hélène, sur revenir juste sur Oui. les points. Donc en fait, c'est comme vous le précisez, Nathalie, donc là, on est vraiment sur les 5 points que nous avions abordés dans le cadre de la loi AGEC dans ce webinaire du 21 avril. Et donc là, c'est vraiment le focus sur le point 5 qui était comment la loi AGEC traite l'interdiction de la destruction des invendus. Et on va rentrer avec Nathalie beaucoup plus en détail que nous l'avions fait lors du webinaire du 29. Alors, pour revenir sur la loi AGEC, elle pose dans son article 35 une écriture de l'article 540 L 541-15-8. Il pose donc à partir du 1er janvier 2022, il sera interdit de détruire, pardon, excusez-moi, les aléas du direct. Je prie de m'excuser. Donc, je disais, elle a posé donc le principe d'interdiction des éliminations des invendus à partir du 1er janvier 2022. Donc, 1er janvier 2022, tous les produits qui sont aujourd'hui sous filière REP, donc responsabilité élargie du producteur, dont les textiles, les linges de maison et les chaussures, dont sont les représentants Refashion, seront interdits d'être détruits. En réalité, et donc tous les autres produits qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne sont pas sous REP, ça sera pour le 31 décembre 2023. Alors, en réalité, cette interdiction d'élimination, elle s'accompagne d'une hiérarchie des modes de traitement. C'est-à-dire que l'Union européenne, le droit européen, a posé que il faut éviter au maximum de produire des déchets. Pour éviter de produire des déchets, il faut en fait faire des étapes de prévention. Et donc, il faut passer par finalement une réflexion qui va en fait se découper en 3 étapes. Est-ce que ce produit, le produit que finalement un consommateur ou un professionnel veut s'en débarrasser, est-ce qu'il peut être réemployé, réutilisé vraiment dans son usage premier? Est-ce que du coup il a besoin d'être trié ou pas? Donc à ce moment-là, on passe sur des subtilités juridiques. Toujours est-il qu'on a ces 2 premières étapes de réemploi et de réutilisation, c'est-à-dire que le produit va vraiment être réutilisé tel qu'il était. Et puis si ce n'est pas le cas, parce qu'il est trop usagé, parce qu'il y a des complexités dans ce produit, à ce moment-là, passer éventuellement à la valorisation en recyclant ce produit, en recyclant ses matières. Donc en fait, on a comme ça cette hiérarchie et normalement ce raisonnement que doit avoir un producteur de déchets, on va dire, hein, c'est de se dire d'abord, parce qu'effectivement en ayant extrait de la matière, est-ce que je peux le réutiliser tel quel ou bien éventuellement le recycler et éventuellement à la fin, mais ça c'était c'était vraiment définitivement pas possible pour les étapes, à ce moment-là, envisager une destruction, mais toujours une destruction avec une idée de valorisation. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, en ce qui concerne vos invendus, vos produits, donc alors le terme invendu, je fais un petit aparté, n'est pas fixé et n'est pas défini dans la loi AGEC. La raison, c'est que notre secteur, et d'ailleurs en fait, vous verrez, l'article 35 concerne tous les produits non alimentaires. Donc, il n'y a pas que le textile qui est concerné, il y a aussi les produits électroniques, il y a donc vraiment toutes les REP qui sont concernées. Donc, comme cela recouvre énormément de cas, on s'est dit, enfin le législateur et les fédérations l'ont poussé en disant il ne faut pas définir ce qu'est un invendu, puisque finalement, qu'est-ce qu'un produit invendu? Eh bien, ça dépend beaucoup de la situation. En tout cas, chez nous, un invendu, ça peut être aussi bien un produit qui a été mis en magasin et qui n'a pas trouvé son public, mais ça peut être aussi des produits qui en fait ont été détériorés. Exemple, un vêtement ou une chaussure que le consommateur a ramené chez lui, finalement, il a fait un retour et ce produit ne peut plus être mis en magasin puisqu'effectivement, il a été dégradé. Donc, on est sur une définition très large et sur des solutions que vous allez pouvoir donc pour gérer ces invendus, puisqu'aujourd'hui, à partir de 2022, vous ne pourrez plus les détruire. Dans ce panel de solutions, on vous en a mis quelques-unes. Vous avez bien sûr les promotions et les soldes. Hein. Là, je pars d'un invendu finalement de première main, de collection que vous n'avez pas réussi à vendre. Vous avez toutes les opérations commerciales de braderie, de vente privée, de vente flash en magasin, donc qui sont dans le même cadre que les promotions.
Vous avez bien sûr la possibilité de faire du vente au personnel. On a toujours un peu le réflexe de penser au luxe parce qu'effectivement, les ventes au personnel sont une pratique assez classique, dans le monde du luxe, mais toute entreprise, française peut pratiquer les ventes au personnel. Vous avez aussi toutes les reventes à des revendeurs, donc à ce moment-là, l'entreprise, fait de la vente et se sépare de ses produits à des revendeurs. Et puis vous avez, des déstockeurs, c'est le même système. Vous avez les magasins d'usines, vous avez les dons aux associations et puis vous avez éventuellement la solution du recyclage ou celle de l'upcycling. Voilà, toutes ces solutions-là vous permettent normalement de réduire votre volume d'invendus qui aujourd'hui, on le sait, reste parfois important parce qu'on est sur du produit de mode. Donc effectivement, on est sur, des désirs et des attentes qui changent très vite. Et donc, grâce à toutes ces solutions-là, normalement, vous pouvez comme ça réduire au maximum ces invendus. Bien sûr, la réflexion qui doit venir en amont, c'est la réduction de la production à la base. Mais voilà, quand vous vous retrouvez avec des invendus, voilà les solutions qui s'offrent à vous. Je fais un petit aparté sur les ventes au personnel. Dans cet article 35 de la loi AGEC, il a été précisé que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'une entreprise fait de la vente au personnel, elle peut faire une réduction de 30% à ses salariés pour justement déstocker et donc pour donner ces produits-là. Et puis, pour ces produits invendus, il a été créé un statut spécial et donc il y a les ventes au personnel peuvent se faire jusqu'à 50%. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez aller voir sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale. On rentre dans le détail de comment se pratiquent ces ventes au personnel. Mais voilà, il y a eu donc un régime spécifique pour aider les entreprises à, notamment dans cette solution de vente au personnel, se débarrasser des produits invendus. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être à ce niveau-là, Adèle. Oui, tu as des questions. La première question, il y a une question de Catherine qui nous demande est-ce que un prototype est un invendu? Alors, très bonne question, Catherine. Et ben justement, c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on n'a pas défini la qualité d'un vendu et le terme d'un vendu. En réalité, les prototypes aujourd'hui sont gérés souvent par les entreprises, soit par des dons, à ce moment-là, spécifiques à des associations, donc où la marque spécifie bien que ce sont des prototypes, ce qui engage forcément des histoires d'étiquetage ou des problématiques, ou bien font aussi un peu de la revente au personnel et donc y ajoutent les prototypes. Donc aujourd'hui, la définition, en fait, ça dépend de comment vous l'entendez, si c'est large ou pas large. En réalité, je ne vais pas vous mentir, l'esprit de la loi, c'est quand même de ne plus rien détruire. Donc un prototype, dans l'esprit du législateur, serait un invendu, bien qu'il n'ait pas été mis sur le marché. Alors, il va y avoir une autre question, juste une petite précision, est-ce qu'un échantillon peut rentrer dans cette définition du prototype? Même réponse exactement, tout à fait. Ok. Les échantillons, c'est pareil. On est sur quelque chose, parce qu'un vendu, forcément, si vous vous dites qu'il n'a pas été vendu, un échantillon, ce n'est pas le cas. Il a été donné souvent. Mais on est aussi sur... c'est vraiment l'idée, c'est le principe, hein, la pratique de ne plus détruire, peu importe l'objectif pour lequel le produit a été réalisé, que ce soit du prototypage, de l'échantillonnage ou de la vente pure. D'accord. Alors justement, on va faire le lien avec une question d'Oriane qui nous pose la question de quid des produits qui sont non conformes, car il manque par exemple un marquage, ce qui est souvent le cas par exemple pour les échantillons. Alors, je reviendrai sur cette question-là parce qu'effectivement, le principe que je viens de vous évoquer, c'est donc l'interdiction de détruire. Mais effectivement, il y a des exceptions puisqu'il y a des cas dans lesquels on est bien conscient qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de salubrité et donc du coup, les produits sont à ce moment-là autorisés à être détruits. Mais c'est dans des cas très précis. D'accord. Est-ce qu'une question de Na, est-ce qu'il est possible de les offrir aux salariés? Alors oui, il est possible de les offrir aux salariés, mais faites attention, cela peut ensuite être qualifié d'avantage en nature. Donc en fait, là, on est sur du droit social et du droit du travail, c'est-à-dire que il faut à ce moment-là vous assurer, puisque du coup, normalement, les produits sont soumis à différentes taxes et à différentes réglementations. Et donc offrir tout simplement comme ça, il faut vous rapprocher de vos juristes du droit du travail, parce qu'effectivement, il y a des conditions dans lesquelles on peut offrir, et notamment des
notamment des limites. Alors, deux autres petites questions avant de passer à la suite. Question toujours d'Oriane. Est-ce que l'interdiction s'applique aux produits abîmés, qui pour l'instant sont considérés comme des non-conformités et souvent jetés pour le moment? Alors, abîmés, en réalité, j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, s'ils sont que abîmés, on considère que vous pouvez utiliser plusieurs des solutions que j'ai évoquées au-dessus, c'est-à-dire éventuellement un don et une association en lui précisant bien sûr les problématiques, une revente à des déstockeurs, toujours en expliquant bien le défaut du produit. Aujourd'hui, un défaut de produit, et notamment que ce soit un défaut parce que de manipulation de la part du consommateur ou un défaut par rapport à vos cahiers des charges, c'est-à-dire une maille tirée, c'est-à-dire effectivement un cuir griffé, ne rentre pas dans les exceptions où vous pourriez détruire. On est d'accord que ça ne répond pas à votre cahier des charges et à votre demande de qualité, mais en réalité, à ce moment-là, on considère que le produit est encore tout à fait utilisable, mais donc vous n'auriez pas, enfin, je trouve la raison n'est pas suffisante pour pouvoir détruire. D'accord. Un peu plus tard, je déclinerai les conditions pour détruire et elles sont très précises. Alors, on reviendra peut-être aux questions. On va te laisser continuer et on reviendra à ce moment-là sur les autres questions. Alors, donc, sur l'obligation de donner, sur l'obligation plus générale, enfin l'interdiction de détruire, ça s'applique vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, on peut vraiment rassembler ça sous le terme metteur sur le marché, metteur sur le marché français, puisque ça ne s'applique que pour le territoire français. Donc, peu importe que vous soyez producteur, importateur ou distributeur, à ce moment-là, et même place de marché. Alors, place de marché, c'est lorsqu'une entreprise donc vraiment fait l'intermédiation, et donc du coup, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, c'est Amazon. Si éventuellement une marque vend par Amazon, via Amazon sur le marché français, à ce moment-là, il faut que l'une des deux s'arrange et qu'elles s'arrangent entre elles sur la gestion des produits invendus. Alors, elles s'arrangent, puisque je le dis pour ça, parce que parfois, dans certains cas, la marque conserve les stocks chez elle et donc Amazon s'occupe uniquement de la vente et ensuite c'est à la marque d'expédier. Donc, dans ce cas-là, c'est à la marque de s'occuper de la gestion de ses invendus. À l'inverse, dans d'autres cas, c'est la plateforme, donc comme Amazon, qui a les stocks chez elle et qui d'ailleurs les envoie en direct aux consommateurs. Et dans ce cas-là, c'est à elle de voir avec la marque qui s'occupe de la gestion des invendus. On ne peut pas à ce moment-là détruire les invendus dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas oublier une slide. Voilà, donc, ce qui intervient aussi dans cette loi AGEC, c'est un cadrage de la convention de don. Jusqu'à aujourd'hui, la convention de don, ça dépendait vraiment des associations. Certaines le pratiquaient, d'autres ne le pratiquaient pas. On n'avait pas forcément une liste exacte des mentions qu'il fallait faire apparaître dans cette convention de don. Là, la loi AGEC a voulu vraiment cadrer l'échange et la relation entre l'association et l'entreprise qui donne. Et donc, du coup, elle a fait une liste des différentes mentions. Alors, pour être tout à fait juste, la loi AGEC mentionnait uniquement une clause sur les frais de stockage, puisqu'effectivement, les associations avaient fait valoir cette problématique lors des échanges. Et le décret qui ensuite est venu préciser et apporter des précisions, en fait, est venu poser beaucoup d'autres clauses. Et donc, on vous les a réparties en trois, c'est-à-dire qu'on vous explique que l'entreprise qui donne va forcément devoir s'occuper du tri des produits invendus. Alors, elle ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est tri par couleur, en tout cas en termes d'habillement? Est-ce que c'est tri par taille? Toujours est-il qu'elle doit procéder quand même déjà à un premier tri des produits. Elle doit vérifier bien sûr que tous ces produits répondent au contrôle des exigences réglementaires. Donc, bien sûr, tous les produits dont on parlait un petit peu avant qui n'ont pas passé les contrôles qualité REACH, qui n'ont pas passé des contrôles de sécurité. Je parle à ce moment-là des normes pour les vêtements pour enfants. Tous ces produits qui sont vraiment dangereux, on pourrait le qualifier comme ça, ne doivent pas être donnés. Et puis tout ce qui est stockage, c'est donc les frais de stockage dont je vous parlais. Quant à l'association, elle, il est décrit un petit peu les cas dans lesquels elle va pouvoir refuser les produits, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette interdiction, ça engendre presque une obligation de donner, ou en tout cas une obligation de gérer et de donner. Et donc, il y a des cas dans lesquels l'association peut refuser. Et puis ensuite, tout ce qui est traçabilité et conditions de transfert de propriété, ça, c'est juste une précision en disant n'oubliez pas les clauses dans la convention de don. Par contre, la traçabilité
traçabilité peut être gérée soit par l'entreprise avec l'émission de certains documents, soit par l'association qui dispose de modèles de documents, tout comme la propriété, décider qui a la propriété et jusqu'à quand, jusqu'à quelle étape. Voilà, donc ces clauses-là doivent être aujourd'hui et doivent apparaître dans les conventions de don. Donc, cette convention de don, elle n'est pas la seule documentation. En réalité, dans un échange avec une association, dans un don à une association, vous aurez donc plusieurs documents que vous devrez donc normalement avoir. La convention qui va donc poser les bases de la relation. Vous aurez aussi le bon de retrait de façon à vraiment vous assurer de la traçabilité des produits. Donc du coup, quand est-ce qu'ils ont été récupérés, par qui? Est-ce que c'est l'association qui est venue les chercher ou est-ce que c'est l'entreprise qui est venue les déposer? Et puis rentrer dans le détail, bien sûr, des produits qui ont été donnés. Ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de savoir ce qui a été donné et de pouvoir répondre à ce qui a été donné, et puis l'association également. Et puis, dans le cas où une association refuse des dons, il y a un document qui doit être réalisé de façon à ce que tout le monde soit bien au courant et à constater le refus de dons. Et puis, il y a la partie fiscale, puisque le don peut donc permettre une défiscalisation. Et dans ce cas-là, vous avez donc des documents qui sont forcément attenants. Pour ce qui est du don et du refus de don par l'association, elle peut faire deux refus. Elle peut faire un refus assez explicite, c'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise lui propose, elle va à ce moment-là refuser. Refuser parce qu'elle n'a pas les possibilités de venir chercher le produit, donc elle n'a pas les capacités de transport. Elle peut refuser parce qu'elle n'a pas les capacités de stockage des produits, ou bien parce qu'elle n'a pas de besoin, de demande. Donc finalement, l'entreprise qui lui propose un produit, ce produit-là, elle ne peut pas le redistribuer ensuite. Et puis, elle peut bien sûr refuser parce que, par contrôle, elle considère que les produits ne conviennent pas, ne sont pas fonctionnels, pas conformes. Et donc, à ce moment-là, elle le refuse. Et puis, elle peut faire aussi un refus implicite, c'est-à-dire tout simplement, une fois que l'entreprise lui a proposé les produits, au bout d'un mois, si elle n'a pas répondu, on considère que c'est un refus. Donc, ces deux refus-là doivent être constatés par écrit. Donc, dans le cas d'un refus explicite, ça sera éventuellement l'entreprise qui peut adresser un mail en expliquant vous m'avez dit par téléphone que vous ne pouvez pas venir les chercher, ou c'est l'association qui dit malheureusement, je vais être obligée de refuser votre don parce que je ne peux pas les stocker. Et puis, dans la partie refus implicite, à ce moment-là, c'est éventuellement l'entreprise qui, du coup, en ayant fait sa proposition, un mois plus tard, fait une relance, et puis s'il n'y a vraiment pas de retour, ne fait que constater le refus implicite. Voilà. Et puis alors, normalement, la loi AGEC a précisé qu'au bout de 3 refus d'association, donc du coup, l'entreprise propose à une première, se voit refuser, propose à une seconde et à une troisième. Si au bout de la troisième du 3 refus, il y a eu une possibilité de transférer donc ces invendus à l'éco-organisme. Et donc, dans le cas de notre filière, ça serait Arifashion. Aujourd'hui, le décret donc, a précisé un petit peu cela en expliquant qu'il y avait donc un transfert de ces obligations. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la seule, enfin, ça a été une option qui a été évoquée. Et Nathalie, je me permets juste, là, puisqu'on a beaucoup de questions là-dessus, comme tu le disais, ça reste une option. Et pour l'instant, dans le cadre de notre cahier des charges, de notre agrément, ne rentre pas chez Refashion cette obligation. Nous sommes sous le cahier des charges qui va courir jusqu'à fin 2022 et nous sommes en train de discuter et d'élaborer le cahier des charges qui prendra son départ en 2023 jusqu'en 2028. Et dans le cadre de ce cahier des charges, nous verrons comment est-ce que l'on peut intégrer cette option-là. Mais pour l'instant, à date, ça n'a en effet pas lieu d'être, au moins jusqu'à fin 2022. Est-ce qu'il y a des questions, Adèle, éventuellement ? En fait, Nathalie, ce que l'on voulait proposer, parce qu'on est bien juste dans le timing, c'est que est-ce que ça te convient de dérouler jusqu'à la fin ? Ouais. On passera ensuite la parole à nos 3 intervenants et puis on reviendra peut-être quelques minutes à la fin de ce webinaire pour des questions supplémentaires. Autrement, on répondra aux questions dans le chat. Alors, donc comme je vous l'évoquais, le bon de retrait, c'est donc l'un des autres documents qui permet donc la traçabilité, qui est établie par les 2 parties et qui du coup vous permet de suivre et de réaliser la traçabilité des produits invendus. Bon, c'est pas très complexe puisque c'est quelque chose que les associations font assez facilement. Donc je passe
à l'autre question. Alors, la question, c'est la fiscalité du don, comme je vous expliquais. Aujourd'hui, il y a deux mécanismes fiscaux. Vous avez une possibilité de réduction d'impôts sur les sociétés et vous avez une dispense de régularisation de TVA. Sur la dispense de régularisation de TVA, c'est parce qu'il est apparu lors des échanges avec le législateur que parfois une entreprise pouvait détruire des produits et elle n'avait pas à rendre la TVA à l'administration, mais quand elle faisait un don, c'était le cas. Et donc forcément, d'une certaine manière, ça pouvait flécher un petit peu la gestion des invendus et l'entreprise avait plus tendance à détruire qu'à donner. Donc en fait, on a juste réégalisé cela, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une association reconnue d'utilité publique, eh bien la TVA n'a pas à être rendue à l'administration fiscale, donc détruire ou donner revient au même. Donc pour ces deux dispositifs, vous avez deux documents. Le CERFA pour la réduction d'impôts, donc qui est un CERFA que vous complétez, et puis pour la dispense de régularisation de TVA, donc toujours une association reconnue d'utilité publique, vous avez un décret qui a donc été le premier décret d'ailleurs d'application de la loi AGEC qui est sorti et qui ont donc à redonner toutes les conditions de cette dispense de régularisation, toutes les conditions de forme, en expliquant que c'était une attestation qui devait donc avoir toutes les informations que vous avez et qui devait être établie par l'association. Voilà, ça c'est donc le petit point fiscal concernant le don. Et donc, comme je vous l'expliquais, le principe, c'est qu'on ne doit plus éliminer les invendus. Mais il a bien sûr été porté à l'attention du législateur qu'il y avait des cas dans lesquels c'était obligatoire, c'était obligé d'éliminer. On est dans des cas où l'élimination est prescrite, est obligatoire, tout simplement parce qu'on a des contrefaçons. Donc forcément, là, on ne veut pas faire circuler ces contrefaçons, même par des dons aux associations. Et puis, on a des risques pour la santé ou la sécurité. Ce que je vous expliquais, c'est dès que vos produits ne répondent pas au seuil du règlement européen REACH sur les substances dangereuses ou sur de la sécurité, notamment les vêtements pour enfants qui donc du coup ont des défauts et qui à ce moment-là pourraient causer des accidents. Tous ces produits-là dont l'élimination vraiment pose un problème pour le consommateur, si vous ne l'avez pas vendu dans vos magasins, il n'y a pas de raison qu'ensuite vous le donniez à des associations ou que vous le fassiez circuler ensuite. Donc ces produits-là sont autorisés à être éliminés. Et puis il y a une deuxième possibilité, une deuxième option, c'est lorsque la réutilisation, le réemploi, donc les trois solutions, la hiérarchie des modes que je vous ai décrites, finalement ne répond pas à un objectif de développement durable. Alors c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, mais en réalité c'est tout simplement expliquer que la solution de réemploi ou de recyclage aurait un impact environnemental beaucoup trop fort. Exemple, le recyclage d'une certaine matière serait à plus de 1500 km des différents entrepôts. À ce moment-là, on considère que ne serait-ce que le transport et ensuite le traitement, le recyclage de ces produits va à l'encontre finalement du principe même de ne pas détruire les invendus. On est dans des cas très très spécifiques et on est dans des cas aujourd'hui dont on n'a pas encore bien compris l'envergure réelle que ça aura dans notre secteur à nous. Mais voilà les exceptions et donc qui se traduisent par des autorisations d'éliminer, si je peux parler ainsi. Pour terminer, parce que c'est toujours important d'en parler, quelles sont les sanctions que vous risquez si vous éliminez à partir du 1er janvier 2022 ? Le contrôle est fait par les agents des DGCCRF. Alors, dans les faits, ces agents viennent d'ores et déjà contrôler vos magasins, contrôler donc du coup les étiquetages, contrôler les différentes pratiques que vous réalisez, eh bien ils ajouteront à leur liste de contrôle d'aller vérifier si dans les réserves vous n'êtes pas en train de mettre à la poubelle des vêtements, des chaussures ou du linge de maison et éventuellement vous interroger un petit peu sur quelle est la pratique. Est-ce que c'est chaque magasin qui noue des relations avec des associations locales ou est-ce qu'éventuellement c'est du retour à l'entrepôt et que c'est l'entrepôt qui gère à ce moment-là des envois en volume. Si par hasard ces agents n'étaient pas satisfaits des réponses que vous leur donniez, vous avez donc un risque d'amende, donc avec 15 000 € pour une personne morale, et puis une publication. Alors ça, c'est une habitude maintenant que l'administration prend, qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire vous mettre en place publique pour vous mettre en avant comme quoi vous avez détruit les produits. Donc bien sûr, on a un risque juridique, mais on a aussi un risque d'image, d'image médiatique pour les entreprises, à ne pas négliger. Et puis, on souhaitait ensuite vous faire un dernier petit point
Un petit point un peu actualité concernant les stocks, puisque finalement les stocks, plus il y a de stocks, plus il y a d'invendus si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Sachez que donc il y a une aide gouvernementale qui a été donc débloquée dans le cadre de la crise Covid et des amoncellements de stocks du fait des nombreuses fermetures de magasins. Il y a un décret qui est sorti donc le 14 mai dernier qui donne en fait une aide gouvernementale spécifique sur les stocks. Alors attention, c'est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les entreprises de plus de 50 salariés, en fait, c'est pris dans le cadre d'un autre dispositif, le dispositif coût fixe. Donc, en fait, les entreprises sont aidées dans les deux cas. Et donc, vous avez les conditions qu'on vous a un petit peu développées. Donc, c'est spécifique à notre secteur. Hein, donc, habillement, sport, maroquinerie. Vous avez une liste dans ce décret des magasins, des entreprises éligibles. Et puis, du coup, d'une aide qui sera au montant de 80% de ce qu'elles avaient reçu au mois de novembre comme fonds de solidarité. Et donc, cette aide qui est vraiment spécifiquement pour les aider avec leur stock. Voilà. Je reprends le relais pour cette slide-ci. On vous a mis un petit peu de documentation pour aller plus loin à l'issue du webinaire. La première, c'est une fiche pratique « Que faire de mes invendus » que vous pouvez retrouver sur le site professionnel de ReFashion. Donc, il y a le lien. L'idée, c'est qu'il y a une petite explication du devenir d'un déchet et puis un petit cas pratique. Et puis la deuxième, c'est une fiche à vous de jouer pour identifier des solutions pour d'abord diminuer et ensuite revaloriser les invendus. Donc c'est une fiche qui se trouve sur la plateforme EcoDesign, donc qui est une plateforme d'éco-conception réalisée par ReFashion. Donc l'idée, c'est qu'elle intervienne aussi en prévention pour trouver d'abord des solutions pour aussi diminuer les quantités de produits. Donc ça vous fera un petit peu de lecture pour la journée. Voilà, donc on a pris un tout petit peu de retard, alors pas beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que on va laisser nos intervenants présenter leurs solutions et on reviendra pour ceux qui peuvent rester un petit peu 5 minutes de plus pour répondre à un certain nombre de questions et on répondra de toute façon aux différentes questions dans le chat ou quand on vous enverra en tout cas les liens du webinaire. Juste avant de laisser nos 3 intervenants vous présenter ces solutions, juste un petit point de rappel qui est quand même que par rapport à la gestion des invendus, les points d'apport volontaires et les opérateurs de tri conventionnés sont quand même, on va presque dire historiquement et naturellement, peut-être vos premiers interlocuteurs pour pouvoir faire ces dons d'invendus. Voilà, donc ça après, ça reste encore des solutions bien évidemment qui sont peut-être encore les plus naturelles aujourd'hui, mais à suivre. Je laisse la parole peut-être à François. Oui. Allez, on vous laisse. Très bien. Alors, je vais partager mon écran et vous me dites si ça s'affiche de votre côté. C'est parfait. Ouais. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, donc, l'idée, c'est effectivement en quelques minutes que je vous présente un petit peu notre activité chez Commerceau. Donc, depuis 2013, nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises vers un modèle plus circulaire, qui soit tout simplement plus cohérent avec les enjeux du moment. Et c'est vrai qu'on accompagne en fait j'ai pas d'animation. Voilà. On accompagne en fait les entreprises, plus particulièrement sur cette problématique des invendus, pour en faire finalement une opportunité RSE, en dynamisant les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Alors aujourd'hui, on travaille en fait. Commerceau, c'est une plateforme de valorisation des invendus et des déchets. Et pour faire très simple, on intervient en fait sur 3 grands domaines: le déstockage, le don aux associations et la valorisation des déchets des filières circulaires. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille avec à peu près 800 entreprises partout en France, à la fois des distributeurs, mais aussi des fabricants. Historiquement, notre métier, c'était davantage sur le gaspillage alimentaire. Et puis, depuis 3-4 ans maintenant, on accompagne les entreprises du secteur textile et de la mode sur ce sujet de valorisation des invendus.
Alors, ce petit slide, en fait, présente notre approche globale sur votre secteur. En fait, on propose un panel de solutions qui viennent en complémentarité les unes des autres. Donc, on a en fait une première solution qui est sur le déstockage. En fait, il s'agit d'une marketplace, si vous voulez, qui va mettre en ligne, en fait, sur laquelle vont être mis en ligne les invendus et qui, ces invendus seront proposés ensuite à un réseau qualifié de soldeurs et déstockeurs. S'ajoute à ça donc une solution sur le don aux associations. Et je vais en reparler juste derrière. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nos solutions aujourd'hui sont des solutions numériques, et ce qui permet finalement de connecter en fait et de tracer l'intégralité des données, des flux sur une plateforme qui permet donc de mieux piloter l'activité. Voilà. Et puis, on intervient aussi sur un sujet qui n'est pas des moindres, c'est le sujet de la communication. On accompagne en fait les enseignes sur, dans leur stratégie de communication anti-gaspi. Alors, pour vous donner en fait illustration concrète de comment s'applique notre solution dans les enseignes, je vais vous présenter très rapidement donc trois illustrations. Donc la première, c'est en fait ce qu'on fait aujourd'hui avec Decathlon. Donc on accompagne en fait l'enseigne depuis plusieurs mois dans sa stratégie anti-gaspi et de valorisation des invendus. En fait, l'enseigne initialement a fait appel à nous pour trois raisons. L'enseigne souhaitait tout d'abord simplifier en fait le processus dans les magasins, puisque quand on a un réseau comme Decathlon de plus de 300 magasins, en fait chaque magasin fonctionne parfois pas tout à fait de la même façon. Donc la première idée, c'était de simplifier et d'harmoniser les process de gestion dans chacun des magasins. Et puis, ils ont souhaité en fait pouvoir également mieux identifier, mieux animer, mieux sécuriser toute la partie partenariat associative. Alors concrètement, en fait, chez Decathlon, ce que l'on fait, c'est que la première chose, c'est qu'on va gérer en fait tout le pool des associations en local. Donc chez Commerceau, nous aujourd'hui, on travaille avec plus de 1500 associations partenaires partout en France. Et donc je dirais la valeur ajoutée de ça, c'est que bien pour chacun des magasins Decathlon, on va identifier des associations en local qui vont pouvoir effectivement travailler avec les magasins. Sur cette dimension de gestion association, on va également pouvoir gérer toute la partie administrative, donc toutes les informations que donnait tout à l'heure Nathalie, les conventions de dons, les attestations fiscales, tout ça c'est géré de façon numérique et tracé. La deuxième chose qui est hyper importante, donc c'est l'installation d'un process harmonisé et commun dans tous les magasins. Donc on a mis en place, on a co-construit en fait un process fluide pour les équipes terrain avec Decathlon, ce qui permet aujourd'hui, bien concrètement, que tous les magasins travaillent de la même façon. On s'occupe également de l'organisation des logistiques, des collectes, conjointement avec nos partenaires associations. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur la partie reporting, on a mis en place à la demande de Decathlon en fait un report numérique qui permet à l'enseigne de suivre en fait toute cette activité d'invendu, de tracer ses flux au magasin ou à la région ou effectivement par zone géographique. Donc ces reporting permettent vraiment à l'enseigne de piloter au niveau du national ce qui se passe en local et sur le terrain. Voilà, donc concrètement, les bénéfices de cette solution, ils sont assez simples. Déjà, l'enseigne va réaliser des économies de frais de déchets, premièrement, et puis des économies fiscales par le don aux associations. L'enseigne dynamise son impact social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de magasins tous les magasins ont des partenaires associatifs, en moyenne 2 ou 3 assos par magasin. L'impact environnemental va aussi être amélioré puisque les bennes de déchets en fait vont diminuer mécaniquement. Donc l'enseigne nous disait récemment que globalement sur certains magasins, les enlèvements de bennes ont été divisés par 2. Excusez-moi. Et puis, du coup, les deux derniers points de la solution, c'est une conformité légale, évidemment, avec le cadre légal de la loi AGEC, et puis l'image de marque dont parlait tout à l'heure Nathalie. L'enseigne se sécurise par rapport au risque de bad buzz potentiel par rapport à sa gestion des invendus. Donc, voilà pour ce qui est de Decathlon. Alors, je vais
accélérer. On a un deuxième cas client donc chez Besson Chaussures. Là, c'est un petit peu différent parce que Besson a souhaité, pour le coup, animer sa marque en mettant en place une opération biannuelle de valorisation de chaussures usagées. Donc, on n'est pas chez Besson dans un cadre, dans un process, on va dire, quotidien. Chez Besson, il s'agit plutôt d'une opération événementielle et ponctuelle. Donc, c'est une opération qu'on a mis en place avec eux avec une double mécanique. Première chose, on va récupérer, valoriser l'intégralité des dons des chaussures neuves de l'enseigne. Et puis, on a mis en place une opération donc événementielle de récupération de chaussures usagées, avec derrière un volet, une mécanique promotionnelle. Donc, globalement, on a cette mécanique en fait promotionnelle a permis à l'enseigne de recruter, de faire venir effectivement 35 000 clients sur la durée de l'opération, donc sur les 3 semaines d'opération. On a collecté plus de 100 000 chaussures usagées, donc c'est pas neutre. Et puis on a effectivement donné plus de 30 000 paires neufs sur cette partie-là. Voilà, donc on travaille de façon ponctuelle à raison de 2 ou 3 fois avec Besson. Et puis dernier cas de figure aussi qui est intéressant, on a une marque de chaussures qui nous a consulté assez récemment. Donc je ne peux pas malheureusement donner le nom de l'enseigne, mais peu importe. En fait, sa problématique en fait c'était que cette enseigne-là valorisait ses invendus uniquement par le canal des stockages, 100% des stockages. Donc grosso modo, pour faire très simple, l'enseigne sur un coût de revient pièce à 10 €, avait une valorisation en déstockage à 2 € la pièce. Donc, globalement, c'était effectivement optimisable. Donc, ce que l'on a fait avec cette enseigne-là, c'est qu'on a ajouté effectivement le canal de valorisation par le don aux associations qui permet de valoriser à 6 € la pièce. Voilà, donc ça montre concrètement que dans la stratégie de valorisation des invendus, il est souvent, d'un point de vue économique, aussi plus intéressant de dupliquer, de jouer le déstockage en complémentarité du don aux associations. Voilà, j'en ai terminé. Juste un petit mot pour la fin. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, je vous invite à faire un petit passage sur notre site internet puisqu'on a lancé, tous les ans, on lance une étude des baromètres anti-gaspi. Donc, ça permet effectivement d'aller plus loin sur les bonnes pratiques ou simplement l'information générale sur ce sujet-là. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être n'avons-nous pas le temps d'y répondre. Je pense que ça va être effectivement la problématique, oui. On va passer la parole tout de suite à Aymeric. Dans ce cas. Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller vite sur le timing. Alors, attendez, je vous partage quelque chose. Hop. Vous voyez tous bien? Voilà, parfait. Alors, je suis Aymeric Froidefond. Moi, je fais partie d'une association sans but lucratif qui s'appelle l'Agence du don en nature, qui est reconnue d'intérêt général et qui a une fondation qui s'appelle Agir pour le don en nature, qui est reconnue d'utilité publique. J'y reviendrai au moment de parler des avantages fiscaux. Donc, notre association… Attendez, je vais essayer de cacher ça. Je ne sais pas si on le voit. Hop là, masquer, ça doit être ça, masquer les commandes, voilà. Donc notre association, elle existe depuis 13 ans. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent bien. On est une association qui s'est créée sous l'impulsion de certains acteurs industriels pour gérer les invendus. À une époque, on n'en parlait pas trop. Et aujourd'hui, 13 ans après, nous travaillons avec 200 entreprises, donc des fabricants ou des distributeurs, pour aider des associations de solidarité sur tout le territoire. Donc l'Agence du don en nature, c'est un siège à Paris et un entrepôt qui se trouve dans le nord de la France, qui fait de la formation de personnes éloignées de l'emploi, dans lequel on va stocker toutes sortes de produits. On va stocker jusqu'à 6 millions de produits chaque année. Donc, on a quand même des capacités de collecte et de redistribution qui sont conséquentes pour une association. Dans un entrepôt qui est aux dernières normes avec du matériel professionnel. Tous les produits sont mis en ligne sur un catalogue de dons. Donc, nous, on fonctionne comme une sorte de site de e-commerce, mais exclusivement associatif et à destination d'acteurs associatifs. Et nous préparons les commandes et nous envoyons les produits à 1100 associations sur tout le territoire qui les utilisent. Alors, on a 2 sortes de partenaires et j'y reviendrai, des centres d'hébergement et des épiceries sociales. On récupère vraiment de tout.
Donc, au départ, on est quand même plus spécialisé sur le produit de première nécessité, qui est le produit d'hygiène, le vêtement, le produit qui va vraiment être nécessaire à la dignité de la personne. Mais on va aussi se développer sur des produits qui sortent un petit peu de la première nécessité, qui sont plus sur le confort, sur l'équipement d'un habitat, et notamment le linge de maison qu'on récupère pour de l'équipement, de lits, notamment dans des centres d'hébergement, mais aussi dans des foyers et des logements très sociaux. Alors, je vais essayer de passer. Hop. Excusez-moi, ça ne marche pas trop. Voilà. Donc, notre réseau d'associations, nous, on est soit avec des réseaux nationaux en partenariat sous convention nationale. Donc, on va être une sorte de fournisseur, même si on n'aime pas le mot, puisque nous, c'est du don. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution à des associations qui ont du mal à attirer des dons. Donc, il y a les grands réseaux nationaux qui travaillent avec nous parce que ça leur permet de récupérer des gros volumes de produits très diversifiés, puisqu'on va travailler avec des industries qui sont présentes partout en France et aussi un petit peu à l'étranger quand on a du mal à récupérer les produits en France. Donc, notamment les apprentis d'Auteuil, l'Armée du Salut, voilà, des associations assez connues. Et puis, des petites associations à l'échelle locale que vous ne connaissez pas, mais qui ont un fort impact social sur leur environnement. Donc, en gros, on sépare nos associations en deux types. Donc, les hébergements qui vont représenter 60% de notre réseau. Donc, ça va être l'aide sociale à l'enfance, donc les foyers d'enfants. Ça va être des centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. On va retrouver aussi des structures qui aident des personnes à mobilité réduite, des structures qui aident des personnes sous situation d'addiction, des structures qui aident des femmes en situation de précarité, éventuellement en situation de prostitution. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'épicerie sociale. C'est le dispositif de l'aide alimentaire qui est proposé à 90% par les mairies ou par des réseaux qui sont nationaux. Et chaque épicerie, par contre, est indépendante et va proposer une aide alimentaire qui se fait sur orientation d'un travailleur social. Donc, dans notre réseau, il n'y a pas de structure ouverte. On ne travaille pas avec des acteurs qui font des braderies, comme vous pouvez le voir chez certains acteurs associatifs. Tout est sous vase clos. Ça s'adresse qu'à des personnes sous le seuil de pauvreté. Donc, le seuil de pauvreté est à 1 063 €. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéficiaires qui sont au-dessus de ce seuil en termes de revenus. Il y a des conditions de ressources à respecter. Et ils vont pouvoir bénéficier de produits alimentaires, mais également de produits non alimentaires, et notamment les vêtements et le linge de maison. Voilà. Donc, nous, les partenariats sont faits sur dossier et donc il y a des règles à respecter. Il faut accompagner au moins 100 personnes, il faut des espaces de stockage sécurisés. Il y a une visite qui est faite par un bénévole de l'association au préalable de l'entrée de l'association dans le réseau. Et donc, on est assez sévère sur ces conditions d'entrée. Voilà. Notre entrepôt école, c'est notre épine dorsale. Donc, c'est une plateforme logistique avec 3100 emplacements palettes qu'on peut étendre dans des zones de pic d'activité avec des emplacements externes et qui forment des personnes éloignées de l'emploi. Donc, nous, on travaille avec un organisme qui s'appelle Loginov et qui, chaque année, forme 100 personnes. Donc, c'était la première année d'exercice en 2020, 100 personnes formées au titre d'opérateur logistique, un titre qui est reconnu par l'État, avec en plus un label sur les bonnes pratiques dans la logistique qui s'appelle Compagnon de la logistique. Et derrière, ils vont aussi pouvoir passer leur cassettes, etc. Donc, ça permet, en plus de la redistribution de produits, d'avoir ce volet de formation et d'insertion de personnes qui voudraient trouver un emploi, sachant qu'on travaille aussi avec des entreprises du nord de la France qui vont pouvoir embaucher ces personnes à l'issue de leur formation. Donc, la chaîne du don, à travers l'agence du don en nature, elle est déjà sécurisée, optimisée. Ça, les entreprises qui travaillent déjà avec nous le savent. Donc, nous, on peut récupérer beaucoup de produits d'un coup. On est capable d'absorber des grandes quantités très rapidement. On a une chaîne de tri qui nous permet aussi de trier les produits parce que c'est pas si facile que ça. Donc, on travaille avec un ESAT, qui est une entreprise adaptée qui va faire des mix de produits qui s'adaptent aux associations. On connaît plutôt bien notre réseau associatif, même très bien. Et donc, on a aussi la connaissance de ce dont ils ont besoin et quelle association va pouvoir collecter des produits dans une plus ou grande mesure, ce qui va nous permettre de plus facilement gérer les flux. Et donc, on a un niveau de rotation sur notre plateforme qui est inférieur à 3 mois, ce qui permet très rapidement de proposer des produits auprès de 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, puisque c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, dernier chiffre de l'INSEE, on va dépasser les 10 millions de personnes qui sont sous ce seuil dont je vous ai parlé, des 1 063 € par personne. On vous propose aussi un suivi des stocks et des associations bénéficiaires par un ERP.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait quelle association a récupéré quoi, où elle est située. On va vous fournir tous les ans un rapport d'impact pour que vous ayez une vue de votre mission sociale. Et on va également suivre sur le terrain via des réseaux de bénévoles les associations. Donc, on ne laisse pas les produits dans la nature. On fait en sorte qu'il y ait des quotas pour que les produits soient le plus dispersés possible et éviter des concentrations à l'échelle locale qui pourraient entraîner des marchés parallèles. Et on est particulièrement vigilant sur ce sujet du marché parallèle dans les associations. Donc, les avantages du don en nature, c'est bénéficier d'un avantage fiscal. Voilà. Alors, nous, on est une association reconnue d'intérêt général. Et en fait, quand vous allez chercher des associations, vous allez vous rendre compte que 80% des associations sont reconnues d'intérêt général et pas d'utilité publique. On a une fondation qui s'appelle Agir pour le don en nature, qui est hébergée par une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, à partir de juillet, les reçus fiscaux que nous éditerons seront sous reconnaissance d'utilité publique, ce qui évite le reversement de la TVA à l'administration. Le deuxième point, c'est qu'on évite la destruction de produits qui sont encore utilisables. Alors, on ne prend que du neuf. Le neuf, ça ne veut pas dire que les produits ne peuvent pas avoir des petits défauts, qu'il ne peut pas y avoir des petits problèmes de maille éventuellement. Ça ne veut pas dire que le colisage, par exemple, ne peut pas être abîmé dans le cadre de carton. On est quand même assez ouvert sur la notion de neuf. Par contre, le point commun, c'est que les produits n'ont pas été portés, n'ont pas été utilisés. Ça, c'est très important. C'est notre mission de redonner de la dignité aux gens et donc on s'est positionné là-dessus dès le départ. Et aujourd'hui, les associations viennent nous voir parce qu'elles savent qu'elles vont avoir ces produits neufs et c'est très important. Et puis le troisième point, c'est d'éviter les marchés parallèles à travers un réseau qui est très sécurisé, qui est éprouvé avec des grands noms et notamment de la cosmétique et du vêtement qui nous font confiance depuis pas mal d'années pour gérer leurs invendus. Le tout avec une solution associative sans but lucratif. Et le coût pour vous, c'est simplement le transport des produits sur l'amont, puisque nous ne prenons pas en charge le transport de votre entrepôt à notre plateforme. Et de même, je réponds à une question qui pourrait y avoir. On gère assez peu les magasins. Aujourd'hui, on est vraiment de plateforme à plateforme, d'entrepôt à entrepôt, et sur des volumes qui sont quand même conséquents. En règle générale, les dons, c'est 6, 7, 8 palettes, voire des complets, plusieurs complets. Et on privilégie les dons conséquents par rapport aux dons au niveau local, puisque on n'a pas encore l'agilité pour faire ce suivi-là. Et puis finalement, on a quand même déjà pas mal de dons au niveau national. Voilà. Ça vous permet donc de faire ce transport, de prendre en compte ce transport dans vos coûts. C'est un coût, mais derrière, vous pouvez le défiscaliser puisqu'il y a une autorisation de l'administration fiscale qui vous autorise à rentrer ce coût de transport dans votre réduction d'impôt. Donc, vous pouvez en fait en défiscaliser 60% et le considérer comme un mécénat de compétences. Et derrière, nous, on va gérer tout l'approvisionnement aux associations. Donc, vous allez potentiellement pouvoir toucher 1 millier d'associations sur tout le territoire sans avoir à gérer du tout les dons. Et derrière, vous aurez des retours, vous aurez un suivi et vous aurez l'assurance que les produits ne vont pas se retrouver n'importe où avec une bonne connaissance du réseau associatif qui est délivré par l'Agence du don nature. Donc ça, c'est le suivi du don. De toute manière, vous aurez la présentation. L'idée, c'est que le don soit simple. Donc, vous nous envoyez une liste de produits avec les quantités, les références, les tailles, le maximum d'informations sur le colisage. Nous, on valide le don. Donc, on vérifie simplement que ça s'adresse bien à des personnes en précarité et qu'on est capable d'en disposer. Vous envoyez les produits. On vous envoie après chaque réception un reçu fiscal, donc vous recevez le reçu, une lettre de voiture, un bon de réception, ce qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour prouver votre don auprès de l'administration. On s'occupe des tris, on s'occupe du recolisage, du mixage. On peut même vous proposer de le faire dans le cadre d'une action salariée. Si vous souhaitez en plus nous aider via le tri de produits, on peut venir chez vous et on fait un tri salarié avec vos collaborateurs sur une journée. C'est une action assez sympa qu'on a déployée avec certains d'entre vous. On prépare les commandes, on fait même un SAV pour les associations. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème sur les produits, il y a un défaut qu'on n'a pas vu, eh ben, on va leur proposer de leur renvoyer des produits, sachant que les associations payent quand même un coût de transport. Il y a une cotisation qui est très basse sur les produits pour leur acheminer les produits. Si jamais les produits ne conviennent pas, eh bien, cette cotisation, elle est remboursée sous la forme de produits. On redonne encore plus de produits, ce qui permet aux structures de ne pas se sentir lésées. Et puis, le suivi au niveau local qui est très important avec nos ambassadeurs bénévoles sur tout le territoire qui connaissent bien les associations, qui viennent du monde associatif et donc qui vont pouvoir facilement comprendre les besoins et sécuriser le don à l'échelle locale.
Là, vous avez quelques partenaires. Bon, il y en a bien d'autres. On a quand même des grands noms, hein. Alors nous, on travaille avec des très bonnes marques, aussi des distributeurs, toutes sortes d'acteurs. En règle générale, on essaye d'avoir des produits de bonne qualité sur le catalogue parce que les associations, on est un peu connus auprès d'elles sur la qualité des produits qu'on peut leur proposer. Donc les produits, il faut qu'ils soient le plus neufs possible. Quelques défauts sont acceptables, évidemment. Merci beaucoup, Émeric. Voilà, merci. On recherche des chaussures, des produits pour hommes et des vêtements pour enfants et du linge de maison, bien évidemment. Super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je passe la parole tout de suite à Caroline. Caroline, ce que l'on voulait vous proposer, c'était de vous présenter et puis de nous présenter la solution Tissons la solidarité. Donc, D'accord. je vous laisse. Donc, bonjour, je suis Caroline Porte, je suis effectivement la directrice générale du réseau Tissons la solidarité. Tissons la solidarité, c'est une fédération de chantiers et d'entreprises d'insertion dont l'activité principale est le recyclage du textile et dont l'objectif est bien entendu le retour à l'emploi des personnes en situation de précarité. Donc nous avons 3 grandes activités. La première, c'est l'animation du réseau, qui est en fait la professionnalisation des structures adhérentes. Le deuxième grand pôle, c'est notre centre de formation, donc qui permet finalement d'être autour de nos activités en vente et en couture. Et le troisième grand pôle, c'est le pôle mobilisation emploi, et c'est tout le travail de partenariat avec les entreprises pour que les personnes, les salariés en insertion, puissent obtenir un travail dans l'économie classique. Donc, dans le niveau de notre formation couture, au départ, on était parti sur une formation en retouche. Et puis, l'année dernière, nous avons été financés par l'ADEME pour faire une étude de marché, en fin de compte, sur l'upcycling, et notamment sur l'upcycling via les invendus et les invendables des enseignes. Cette étude de marché s'est déroulée pendant 1 an en faisant en parallèle une véritable expérimentation, c'est-à-dire en la traitant de façon réelle avec 4 structures d'insertion par l'activité économique. Et en faisant cette étude de marché, la conclusion était la suivante. La première, c'est qu'aujourd'hui, le upcycling est une niche très artisanale, c'est-à-dire de très haute gamme. Les premiers prix, effectivement, commencent autour des 200 €. Et c'était pas du tout le marché sur lequel nos structures qui ne font que du seconde main pouvaient se positionner. Et on s'est rendu compte aussi que si on voulait le développer, ça ne pouvait plus être une niche, mais qu'il fallait vraiment que l'upcycling soit travaillé de façon industrielle. En parallèle, quand on a monté cette expérimentation, au départ, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a appliqué le même process que la mode, c'est-à-dire je crée une collection, je vais en chercher la matière et après je passe aux gradations. Très vite, on s'est rendu compte que le temps de travail et le coût en rentabilité ne nous permettaient pas d'accéder à des petits prix. Donc tout le travail de l'année dernière a été d'essayer de trouver un process de production qui nous permettait d'atteindre des petits prix, c'est-à-dire de passer maximum de 3 heures en temps de production. Et on est complètement sorti en fin de compte du process de la mode. Aujourd'hui, on ne part absolument pas par le principe de faire une collection, ce n'est absolument pas notre porte d'entrée. Notre porte d'entrée va être en fin de compte la typologie du produit. Et quelles sont les transformations que peut faire une salariée en insertion avec les niveaux de couture que nous avons, c'est-à-dire qui sont très hétérogènes, qui commencent par des personnes qui débutent, qui vont jusqu'à des personnes qui ont 10 ans de couture. Donc on a créé des supports pédagogiques qui sont uniquement basés sur la forme du vêtement. Par exemple, j'ai une chemise avec un pied de colle, comment je peux la transformer? J'ai une robe qui est smokée à la taille, comment je peux la transformer? Donc on part bien en fin de compte d'une forme, d'une typologie, et non pas du tout d'une... On a fait cette expérimentation à Belfort et à Caen l'année dernière. C'est vrai qu'elle s'est très bien passée. On a évidemment très bien vendu. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nouvelle clientèle qui venait dans nos boutiques pour justement accéder à cette économie circulaire.
Donc ça en a fait, finalement, le projet a été proposé à l'ADEME cette année avec le soutien de Ruby Fashion, puisque Alain Clodo a fait des réunions avec Tisson, pour que ce projet soit développé. Il y a une chose qui est très importante au niveau des produits, c'est qu'on accepte évidemment tous les produits, hein, les invendus comme les invendables, mais que par contre, chaque transformation est validée par l'enseigne, puisque l'objectif est bien qu'on ne reconnaisse pas le produit de départ. Donc à chaque fois qu'on fait un prototype, on va évaluer sa rentabilité. Suivant la rentabilité, on le garde ou on ne le garde pas. Et si la rentabilité permet qu'il soit gardé, le second contrôle sera fait avec l'enseigne. Voilà, pour éviter tout problème juridique. Voilà. Ce qu'on se rend compte aussi, et ça c'est aussi une vérité, c'est qu'on travaille beaucoup plus rapidement avec des produits qui ont du couturage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on a un produit qui n'a pas de couturage, les transformations deviennent plus longues. Donc finalement, plus on a du couturage, plus la rentabilité est gagnante. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va développer justement pour des produits qui n'ont pas de couturage, c'est plutôt une gamme d'accessoires. Voilà, parce que c'est vrai que quand un produit n'a pas de couturage, le transformer de nouveau fait qu'à un moment donné, le tissu est fatigué, les coutures sont fatiguées, donc c'est pas possible. Voilà, ça c'était vraiment la conclusion. Le projet qu'on a décidé de développer dans le cadre de l'upcycling aujourd'hui, il est en fin de compte dans la création de centres de transformation textile, puisque comme je vous disais, le but est bien de passer à une industrialisation. Donc là, aujourd'hui, il y aurait 4 centres de tri. Le but, c'est qu'il y en ait demain dans chacune des régions françaises. Et ces centres de transformation, ils vont non seulement trier la matière des invendus et des invendables, parce qu'encore une fois, pour gagner du temps, il faut que les vêtements soient triés par enseigne, parce qu'elles n'ont pas forcément toujours les mêmes morphotypes. Et elles vont produire pour effectivement leur boutique, mais aussi pour toutes les boutiques du territoire. Et on va essayer d'ouvrir nos produits au grand public. Donc, elles vont aussi alimenter demain des ateliers de couture qui vont pouvoir, eux aussi, développer l'upcycling dans leur propre boutique. Donc, on aurait un flux, on aurait un centre de tri qui ferait, lui, tout ce qui est anonymisation et dégriffage de tous les produits. Ensuite, l'atelier couture du centre de formation va produire pour lui et pour toutes les boutiques qui le souhaitent de son territoire, mais va aussi alimenter en matière première d'autres ateliers couture qui vont eux-mêmes reproduire le même schéma. Évidemment, les vendeuses, in fine, sont formées à l'économie circulaire et puis aussi à la vente de nos produits d'upcycling, puisque finalement, ces vêtements, ils ont une histoire, ils ont une histoire écologique, mais ils ont aussi une histoire d'insertion professionnelle, puisque toutes les formations Tisson sont en cours d'inscription au RNCP. Et l'objectif est bien effectivement de former les gens au métier de demain et qu'elles maîtrisent des nouvelles méthodologies de travail qu'on va voir demain dans le textile. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Caroline. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est une très, très jolie solution et c'est un très, très joli projet. Si une marque souhaite vous contacter, comment vous contacter Tisson la Solidarité, comment elle fait Alors, le plus simple, c'est qu'elle me fasse un mail. Parce que c'est vrai que je suis souvent en déplacement sur site et sur les structures. Donc, évidemment, on peut me faire un mail. Hein. Mon mail, c'est carolineporte, tout attaché, porte avec un s@hotmail.com. Et moi, je serais ravie de développer avec les enseignes d'autres partenariats. Parce que je pense que c'est vraiment donner une seconde vie à un vêtement autrement, l'upcycling. On sort, en fin de compte, de tout ce seconde main. Là, on ne fait plus que du seconde main en revendant tel quel le vêtement. Il y a vraiment un passage à l'atelier couture qui leur permet de travailler plein de matières différentes et ça permet la formation des personnes. Et je pense que c'est aussi un avenir parce que le seconde main se développe beaucoup aujourd'hui dans les grandes surfaces. Les marques aussi développent leur propre seconde main. Donc, c'est une autre solution pour les invendus et les invendables de repartir sur un nouveau produit. Et puis, pour avoir fait aussi, parce qu'on a fait beaucoup de conférences au sein des entreprises avec lesquelles on travaille, il y avait aussi un vrai sens.
pour les personnes de voir que finalement ce produit, même si à la base il n'a pas été pensé pour être autre chose, il pouvait le devenir. Les enseignes sont toujours venues sur site dans nos ateliers couture pour voir le travail des personnes et je pense qu'elles ont pu voir l'apport que c'est. L'apport que c'est pour des personnes qui apprennent finalement les métiers de la couture ou même pour celles qui le maîtrisent. Parce qu'encore une fois, on ne travaille pas du tout de la même façon. C'est pas comme si on faisait un patronage et puis on prenait du tissu, qu'on faisait de la coupe et qu'on montait un vêtement. Là, il y a vraiment un vrai travail de recherche à partir du produit qui fait qu'à un moment donné, il y a un peu un cerveau collectif qui se met en marche au niveau de l'équipe couture, mais aussi au niveau de l'équipe de vente qui vient de dire ça va se vendre, ça va pas se vendre. Et je pense qu'en tout cas, pour avoir partagé les prototypes avec les enseignes, parfois elles étaient étonnées de ce qu'était devenu le vêtement. C'est-à-dire qu'elles disaient, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas du tout. Et ça, pour nous, c'était une vraie fierté parce que c'était ça le but. D'accord. La robe que vous nous présentez aujourd'hui, c'est une robe qui date d'il y a longtemps, que vous avez... Alors oui, elle date d'il y a un certain nombre d'années. Donc là, on a vraiment complètement changé le style de la robe. L'objectif était qu'on ne la reconnaisse pas, de la même façon qu'une robe peut devenir une jupe. Je ne sais pas si vous pouvez montrer la photo, hein, mais en fin de compte, un même produit d'origine, on peut le décliner en top, en jupe, en robe. Voilà, pour démontrer qu'en fin de compte, un produit, du moment qu'il est travaillé d'une certaine façon, il peut obtenir une autre fonctionnalité et du coup, il a vraiment une seconde vie. Là, on n'est plus uniquement dans une revente, on est vraiment dans une transformation de produit. Bah, écoutez, merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui vous remercie infiniment. Est-ce que nos interlocuteurs ont tous encore 5 petites minutes à nous accorder pour quelques petites questions? Bon, parfait. On a pas mal de questions, on y répondra. Il y a beaucoup auxquelles Nathalie a déjà répondu. Il y a notamment une question assez spécifique sur la chaussure. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais est-ce qu'on peut considérer, Nathalie, que des chaussures dépareillées, neuves, enfin, comment est-ce qu'on les considère du moment où elles sont dépareillées? Donc, et comment est-ce qu'on fait pour les échantillons de chaussures qui sont souvent des pieds uniques? Alors effectivement, on peut les qualifier d'invendus ou d'invendables. Elles sont invendables puisqu'en fait, nous avons tous 2 pieds, donc nous avons tous besoin de 2 chaussures. Après, c'est vrai que vous pouvez éventuellement les proposer à des associations ou vous avez éventuellement certaines associations qui font aussi de la customisation, donc qui du coup qui ne seront pas freinées par le fait qu'il n'y ait qu'une seule paire, qu'il n'ait que la gauche ou la droite. Mais n'oubliez pas qu'en fait, après, il y a aussi la solution du recyclage. Donc en fait, vous pouvez à ce moment-là faire peut-être un rassemblement des différentes paires que vous avez donc de chaussures seules et puis du coup les proposer à ce moment-là au recyclage puisque finalement le recyclage n'a pas de difficulté à n'avoir qu'une seule chaussure. Donc en fait on est vraiment avec cette idée vous avez tout un panel de solutions et donc n'hésitez pas à les proposer dans certains cas, peut-être que certains interlocuteurs les accepteront et sinon n'oubliez pas que éventuellement le recyclage. En fait, là, tu réponds à une question qui était en effet, est-ce que on peut transformer ces produits invendus en matière première recyclée? Donc oui, tu confirmes qu'en effet. Bien sûr, vous avez même 2 solutions. Vous avez la solution, vous, upcycling, c'est-à-dire imaginez que des produits invendus de votre collection précédente n'aient pas trouvé preneur. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait les faire revenir en entrepôt, faire travailler vos équipes style dessus pour finalement déconstruire les produits et réutiliser les matières. Donc on est vraiment dans une idée d'upcycler les produits, la propre collection. Donc j'ai vu par exemple vous avez peut-être vu l'initiative d'État, mais il y a quelques jours, qui donc a réutilisé des matières qui donc avaient été utilisées pour des produits et qui donc avaient des matières en stock qu'il restait. Et ben à ce moment-là, alors on n'est pas sur de l'invendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur cette idée ils ont fait des foulards. Bon voilà, c'est un peu la même idée. Est-ce que vous faites revenir certains chemisiers qui n'ont pas trouvé preneur, vous faites une découpe à l'intérieur et vous en faites des foulards, des fichus et autre chose. Et puis effectivement, bien sûr, la possibilité de passer un partenariat avec un recycleur et d'éventuellement récupérer les matières que vous aurez donc confiées grâce à vos invendus et en refaire une collection. Donc c'est vraiment, vous avez de multiples solutions et ne bridez pas vos équipes style sur ces solutions.
Parfait, merci beaucoup. On a beaucoup de questions sur les incitations fiscales, les avantages fiscaux par rapport aux impôts et par rapport aux sociétés qui ne payent pas d'impôts. Je vous propose que ça, on les traite plutôt dans les réponses que l'on vous donnera lors de la diffusion du webinaire. Peut-être une petite question qui est voilà, pareil, quand on reçoit des produits qui n'ont pas été commandés et donc qui ne nous appartiennent pas et que le fournisseur refuse de reprendre. Alors là, je suis un peu embêtée, raison pour laquelle je n'ai pas encore répondu à la question, parce qu'effectivement, c'est un produit qui n'a pas fait l'objet normalement d'un transfert, puisqu'effectivement, il n'avait tout simplement pas fait l'objet du contrat. Alors oui, j'imagine que le fournisseur refuse de les reprendre parce que c'est sur une problématique de logistique, que du coup, repartir avec des produits, ça ne l'arrange pas. En fait, c'est ce problème de propriété qui me pose souci. Inconvénient, c'est que l'interdiction d'élimination s'applique. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit vous, entreprise, qui les ait reçus, ou le fournisseur, il va falloir qu'il ne les détruise pas. Donc, à ce moment-là, c'est s'arranger avec le fournisseur sur la gestion justement de ces produits. Éventuellement, s'il refuse de les reprendre, il faut à ce moment-là s'occuper du transfert de propriété et donc s'occuper. Ou alors, tout simplement, imposer le retour et imposer ses conditions. On est dans une négociation. Hein. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On s'est laissé 5 minutes supplémentaires et je remercie nos intervenants d'être restés un petit peu et les personnes qui sont encore avec nous. On va prendre maintenant le temps de conclure très, très rapidement et surtout de vous dire qu'on va essayer de répondre aux questions non répondues à l'issue du webinaire dès que ce sera possible. Je vous remets juste très succinctement les prochains rendez-vous. Donc, on vous a dit avoir fait un premier webinaire d'information générale à la loi AGEC qui était le 29 avril. Aujourd'hui, c'était le premier focus sur la thématique des invendus. On prévoit d'autres focus, mais qui auront sûrement lieu au second semestre 2021. Pourquoi ? Parce qu'on est en attente des décrets d'application. On est en attente de leur publication. Et on souhaite vous partager une info figée et qui n'est pas à l'état de projet seulement. Donc, affaire à suivre. Voilà, merci à tous d'avoir été présents et très curieux. Beaucoup de questions ce matin, donc un grand merci. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants, merci à vous d'avoir participé aussi de façon aussi active. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas, on va peut-être laisser le chat ouvert encore quelques minutes si vous le souhaitez. Ça pourra toujours être intéressant pour le partage, pour solutionner cette question qui est quand même d'actualité. Merci beaucoup à tous, très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.